On commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous dire que dans notre émission et sur notre chaîne, dans aucun cas ce sont de conseils, mais juste des échanges entre passionnés. Un petit rappel sur la boutique avec le salon MTT et les produits Tradosaur. Je reviendrai un peu tout à l'heure parce qu'on fait une promotion cette semaine. Et le séminaire virtuel du 17 au 26 avril. Donc retrouvez nos 7 intervenants sur des masterclass tous les soirs à 20h30 du 17 au 26 avril. Donc, n'hésitez pas à regarder notre site internet pour tout ça. Alors, je commence tout de suite, avant de parler avec Marc, qui est à l'antenne, là. Pour Tradosaur, ce week-end, on a décidé de faire une remise de 43%. Il y a un nouveau produit, il y a 4 nouvelles vidéos qui viennent. Donc, en tout, il y aura 29 vidéos qui seront à 199 € au lieu de 350 €. Voilà. Alors, voilà, c'est dit. Pour une fois, comme ça, je n'oublierai pas de le dire durant l'émission. Je le redirai à la fin quand même. Et on se retrouve avec Marc Raffard. Bonsoir Marc, comment vas-tu ? Bonsoir Denis, écoute ça va, malgré des marchés assez mouvementés, et ça va être le sujet du jour, avec des faillites bancaires, beaucoup d'inquiétudes. On va commencer en introduction, si tu veux, par décrypter, détailler ce qui s'est passé avec cette fameuse Voilà. banque C'est un peu le Silicon sujet de Valley l'émission. Bank. Alors toi Marc, Voilà, maintenant, toi tu travailles avec Café de la Bourse et tout à tu es fait. plutôt des articles macro et géopolitiques. Et Je on fais sait... aussi de l'analyse technique, Ouais. plus rarement, mais c'est vrai que voilà, c'est plus de la macro ou de la pédagogie, vraiment des articles où on va décrypter qu'est-ce que c'est un produit de bourse, voilà, vraiment pédagogique ou macroéconomique. D'accord. Et Et donc, on te reçoit, on va te recevoir périodiquement, tous les 2 mois à peu près, pour faire tout à fait. appuyer sur un dossier un peu à fond, voir ce qui est un peu sous le tapis, etc. Et Ouais. on, et on commande maintenant en pleine actualité. Donc, on voulait faire SVB, Silicon Valley Bank, et puis on a eu Crédit Suisse dans la foulée. Donc, on Alors, s'est dit, on va faire les deux alors. une grosse baisse sur les marchés boursiers. On était presque à 7400, on était au plus haut sur le CAC, paf, on est repassé à 6900 dans la foulée. Le Mhm. Bitcoin, pareil, il a pris une claque au moment de l'annonce de cette faillite de banque. Alors déjà, moi, la première chose, je ne sais pas si ça vous a marqué, mais moi, cette banque, j'en avais jamais entendu parler avant qu'on en parle. C'est-à-dire que Pareil. c'était pour moi, c'était bon, quand j'ai commencé à voir des articles Silicon Valley Bank, mais c'est quoi Mhm. ce truc? Donc Ouais. déjà, ça c'est un premier élément, et c'est un élément, je pense, qui a toute son importance, parce que c'est pas l'une des plus grosses banques, faut bien se le dire. Et moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est cette banque, Silicon Valley Bank, 16e banque américaine, si je dis pas de bêtises. Mhm. C'est pourquoi elle a fait faillite. Alors, c'est un, c'est un cas un peu particulier, parce que c'est une banque dont la plupart des clients, enfin la majorité des clients étaient des startups. Donc comme il y en a beaucoup justement dans la Silicon Valley, Mhm. en Californie, il y a beaucoup de sociétés là-bas de startups. Et il y a cette banque qui est pas très ancienne, je crois qu'il y a une quarantaine d'années, qui avait une quarantaine d'années, qui a été créée voilà, pour offrir des services exclusivement aux startups. Et déjà ça, on en reparlera après, mais déjà ça, Mhm. c'est déjà une grosse partie du problème. Ouais. C'est-à-dire que Si la euh, startup elle marche pas, ils remboursent pas quoi. voilà, et ben c'est comme si on fait demain la banque des jeunes, Mhm. une banque qui sert que les jeunes de 18 à 25 ans. Bah, s'il y Mhm. a le moindre problème d'emploi au niveau des jeunes et tout, bah forcément cette banque-là elle va s'en prendre plein la figure. Donc déjà, une banque, ce qui fait qu'elle fonctionne, c'est qu'elle a une certaine diversité parmi ses clients. C'est comme les assurances. Si les assurances, elles assurent que une certaine classe de la partie de la population, c'est pareil, ça va poser problème. Les banques, ce qui fait leur force, c'est leur diversité. Là, en l'occurrence, déjà, on a des banques qui s'adressent qu'à une partie de la population, une partie des entreprises, et en plus des entreprises qui sont à risque. Donc déjà, Mhm. ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en 2022, bon, bah, en 2022, on sait que le secteur des technologies a été fortement touché, surtout aux États-Unis. On a vu des grosses valeurs, Google, Apple, enfin toutes les grosses valeurs et les moins grosses ont pris, ont pris de fortes baisses, Mhm. ont été fortement impactés pendant cette année 2022. Donc ça, c'est la première chose qui a drivé l'année Mhm. 2022, c'est
le secteur des technologies qui a morflé, on va dire ce qui est. Et ensuite, la hausse des taux, donc cette fameuse inflation qui a engendré une hausse des taux aux États-Unis comme en Europe, qui a également fortement pénalisé le marché obligataire. Alors, ces deux facteurs, en fait, c'est ça qui a causé la faillite de la banque Silicon Valley Bank. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme la plupart des banques le font, la plupart des banques, en fait, elles vont placer leur liquidité dans ce qu'il y a de moins risqué. Et ce qu'il y a de moins risqué, c'est les obligations d'État à long terme. On le sait, c'est ce qu'il y a de moins risqué. En l'occurrence, les fameux bons du Trésor américain, 10 ans, 20 ans. C'est effectivement ce qui est considéré comme le moins risqué. C'est ce qui est considéré comme étant la valeur refuge par excellence. Effectivement, quand on place des sous dans une obligation d'État, à moins que l'État fasse faillite dans la période de 10 ans, sinon on récupère l'intégralité des fonds, plus une prime, un intérêt. Voilà. Maintenant, si on vend l'obligation en cours de route, on va la vendre sur ce qu'on appelle sur le marché secondaire. Et du coup, on va la vendre au prix auquel s'échange l'obligation. Et s'il y a des hausses de taux, c'est ce qu'on a vu, les obligations qui ont été émises à des taux inférieurs, elles sont moins attractives. Donc, elles sont décotées, on va dire, par rapport aux nouvelles émissions obligataires qui sont émises à des taux plus intéressants. Donc, en fait, si on veut, la banque, elle va placer ses liquidités sur ses obligations en se disant de toute façon, sur le long terme, on ne peut pas perdre. Malheureusement, problème de conjoncture, ce qui s'est passé, c'est qu'on a toutes ces startups qui ont dérouillé en 2022, qui ont eu des besoins de liquidité et qui ont retiré du cash. Le problème, c'est dans une banque, si tout le monde retire du cash et que les liquidités sont placées sur des obligations long terme, si c'est 10% des clients qui retirent du cash, ça pose des problèmes quand même. Je pense que 10%, les banques commencent à stresser un petit peu, mais ça va. Le problème, c'est quand on dépasse un certain seuil, quand il y a trop d'entreprises, trop de clients qui retirent des fonds en même temps, la banque, elle va être obligée de commencer à vendre les obligations qu'elle a achetées. Elle ne va pas pouvoir attendre l'échéance à 10 ans. Ouais. Donc, du coup, elle va se mettre à les vendre. Le problème, c'est que là, on avait donc des startups, des entreprises de la tech clientes de cette banque de la Silicon Valley qui avaient besoin de liquidité, qui ont retiré des fonds. Et en parallèle, deuxième facteur aggravant, on va dire, les obligations qui étaient en perte. Donc du coup, les deux réunis, ça a engendré la faillite de cette banque. D'accord. Donc ça, voilà. Après, donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va être systémique? Moi, je ne le pense pas. C'est un peu ce qu'on avait peur, parce que dès que la news était sortie, c'est la plus grosse faillite d'une banque depuis Lehman Brothers. Alors on se disait, est-ce que c'est aussi gros que Lehman Brothers ou pas? Alors, est-ce que c'est aussi gros? Peut-être, en termes de capitalisation. Maintenant, pourquoi c'est pas, à mon avis, ce sera pas systémique comme Lehman Brothers. Lehman Brothers, ça touchait à l'immobilier. Donc, la faillite de Lehman Brothers, cette fameuse crise des subprimes qui était montée sur des produits financiers adossés à des emprunts immobiliers, ça a fait littéralement s'effondrer l'ensemble du marché immobilier aux États-Unis. En fait, c'est pas Lehman Brothers, si on veut, c'était pas la faillite de Lehman Brothers qui était un problème, c'était l'effondrement du marché immobilier aux États-Unis. On l'a vu à Détroit, par exemple, ou même en Floride. Il y en a qui ont fait fortune d'ailleurs. Il y en a qui ont acheté des immeubles pour 10-15 000 $, des villas, etc. Je me rappelle d'un reportage d'un Français qui était allé en Floride au pire moment de la crise. Il achetait tout ce qu'il pouvait acheter et c'était des maisons à 10 000, 15 000 $. Et après quelques années, il les a revendues beaucoup plus cher. Donc le problème de la crise de 2008, c'était surtout l'effondrement du marché immobilier. Alors là, je pense pas que ce sera et le marché de l'immobilier qui impacte toutes les banques, parce qu'on va pas se cacher, on va pas se leurrer, le marché de l'immobilier est très lié au marché du crédit et c'est très gros. Là, on est plus sur un problème de start-up et de capital risque. Alors à mon avis, oui, il va y avoir un truc systémique, mais pas nécessairement sur les banques, mais plus sur ce qu'on appelle le private equity, le capital risque. Et ça, je pense qu'il y a eu trop de spéculation ces dernières années là-dessus. Combien de fois j'ai entendu parler de startups qui lèvent des dizaines, des centaines, voire des milliards comme ça, machin, etc. Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'engouement sur toutes sortes de startups. Alors qu'on le sait très bien, une startup, il y en a une sur 100 qui va effectivement faire quelque chose de génial, mais il y en a 99 sur 100% qui vont disparaître. Donc je pense qu'il y a eu un trop gros engouement sur ce qu'on appelle le capital risque, et il est possible que
cette faillite de banque, ça soit un rappel à l'ordre et que les gens se disent ok, c'est pas parce que y en a un qui a inventé un truc d'intelligence artificielle ou de finances décentralisées ou je ne sais quoi que voilà, Ils vont tous marcher. Ouais. ça va tous marcher et qu'il faut les arroser de liquidités. D'ailleurs, enfin, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais moi, c'est fréquent. Plein de gens disent, bah, moi, je vais faire un projet. De toute façon, il suffit d'aller voir des VC, donc ce qu'on appelle des ventures capitales, donc ces fameux gens qui vont faire du capital risque, qui vont prêter de l'argent, des banques comme cette banque-là, Silicon Valley Bank. Suffit de mettre dans la description du projet qu'on met un peu d'intelligence artificielle et ça y est. Ou tu mets, l'an dernier, tu mettais crypto ou... Voilà. Alors, il y a des mots-clés, mais ça Métaverse. Métaverse, crypto, intelligence artificielle et l'argent tombe du ciel. Et ça, on le sait. Je veux dire, combien de fois on l'a entendu dire. Et je pense que on peut pas comparer Lehman Brothers et Silicon Valley Bank parce que déjà, c'est deux problématiques différentes. On peut dire que c'est vraiment la faute à pas de chance quelque part. C'est deux facteurs, comme j'ai expliqué, les startups qui ont morflé en 2022 et les taux qui ont augmenté, qui ont fait faire des pertes. Ouais. Alors, des pertes, attention, parce que je crois avoir lu quelque part que Goldman Sachs rachetait tous les portefeuilles obligataires de Silicon Valley Bank. Donc, eux, ils sont pas bêtes. Eux, ils ont le cash, ils ont la liquidité. Ils savent que dans 10 ans, bah, ils vont pouvoir récupérer leur mise. Donc, ils ont racheté toutes les dettes. Donc, en soi, Silicon Valley Bank, bah, ça va créer des faillites de startups. Ça, c'est sûr, parce que les startups qui avaient leur liquidité sur cette banque-là vont perdre leur argent. Je crois que Biden a dit qu'ils allaient payer tout le monde, hein, qu'il n'y aurait pas de... Ah, d'accord. Je Payent tout crois. le monde. Ouais. Bon, ça j'ai pas l'info. Après, est-ce qu'ils vont payer tout le monde ou est-ce que ça sera le fonds de garantie? Je sais pas, en Europe, par exemple. Ça, ouais. Ouais. Alors, en Suisse, c'est 100 000 francs suisses. En France, c'est 100 000 euros. Je sais pas comment ça marche aux États-Unis, à vrai dire. Je sais pas si c'est un montant précis. Maintenant, la startup qui avait 15 millions de cash dans la banque, si elle récupère 100 000, c'est quand même pas bon. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, à mon avis, il va quand même y avoir des startups qui vont un petit peu avoir des problèmes. Sauf si peut-être, hein, parce que Goldman Sachs rachète les dettes obligataires, peut-être qu'ils vont trouver un moyen pour finalement s'en sortir. Parce qu'au final, ce qui manquait en fait à cette banque-là, c'était du cash. Hein. C'était du cash, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on a comme problème aujourd'hui avec la Silicon Valley Bank. Deux facteurs indépendants, obligataires, start-up, qui font que bon, ben voilà, l'entreprise était pas là au bon moment, au bon voilà. Maintenant après, donc ça sera pas systémique, je pense, comme ce qu'on a pu voir sur l'immobilier ou autre. Et après, pourquoi le Crédit Suisse a baissé de 30%? Ouais. Alors, le 25 ou 30% quasiment. Alors, le Crédit Suisse, c'est pas nouveau. Hein. Le Crédit Suisse, on en parle, moi, j'ai l'impression, depuis un an ou deux. Crédit Suisse, Deutsche Bank, tout ça, ça sent pas bon depuis pas mal de temps. Hein, ouais. On en parle depuis un moment. Et en fait, je pense que du coup, faillite de banque, tout de suite, il y a les vieux dossiers qui ressortent. Et je pense pas que fondamentalement, il y ait. Alors, l'action, elle a baissé de 30%, mais je pense pas qu'il y ait spécifiquement un problème nouveau avec le Crédit Suisse. C'est juste un mouvement de panique, peut-être même algorithmique, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus comme de fonds qui gèrent les choses de façon algorithmique. On parlait d'intelligence artificielle. Alors, je fais attention à l'intelligence artificielle au terme, mais on sait qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui gèrent les fonds et les algorithmes, ils sont bêtes. Hein. C'est pour ça que je fais attention quand je parle d'intelligence artificielle. L'algorithme, il voit une news faillite de banque, et ben tous les trucs qui sont potentiellement en risque de faillite de banque, il va les vendre, il va pas réfléchir le truc. Il va se couvrir en disant toutes les banques qui sont moyennes, on va s'alléger quoi. On va s'alléger. Alors pourquoi moi mon point de vue par rapport au Crédit Suisse, je pense pas que le Crédit Suisse fera faillite. Pourquoi? Alors c'est encore une fois, hein, depuis tout ce que je vous dis là, c'est mon analyse personnelle de la situation, c'est mon avis personnel par rapport à la situation. Je le précise, j'ai pas de boule de cristal et je peux me tromper aussi. Le Crédit Suisse, on en parle depuis trop longtemps de cette histoire de faillite de Crédit Suisse, de telle sorte que s'il y avait dû avoir une faillite, ça serait déjà arrivé. C'est-à-dire que toutes les faillites de banque, y compris Silicon Valley Bank,
enfin, on n'en parle pas pendant 6 mois en amont. Ouais. C'est-à-dire que le jour où on en parle, c'est déjà qu'elle a fait faillite. Lehman Brothers, c'était pareil. Lehman Brothers, le jour où on nous a annoncé la faillite, je ne connais pas dans l'histoire des banques où on nous a annoncé 2 ans en avance que ça allait faire faillite et finalement ça fait faillite. Les seuls cas où il y a eu des risques de faillite, ça a été la Société Générale aussi. Finalement, il y a des solutions qui sont trouvées, etc. Le cas où il y a vraiment des faillites, c'est soit des pertes qui sont cachées ou des trucs. Ouais, c'est ça. C'est quand on cache et que ça sort d'un seul coup, quoi. Ça sort d'un seul coup et puis que c'est trop gros pour machin et puis que ça s'écroule. Donc le crédit suisse, en plus le crédit suisse, ça n'a pas forcément une santé financière qui est tout à fait dégueulasse. Bon, c'est juste que effectivement, il y a on dit qu'ils sont trop gros, qu'ils sont surexposés sur ci, surexposés sur ça, etc. Mais pour le moment, ça tient. Et donc, je pense pas que ça fera faillite. Je pense pas que ça fera faillite parce que si ça devait faire faillite, ça aurait déjà fait faillite depuis longtemps. C'est pas les faillites de banque, c'est ce qui fait le plus peur au marché depuis, surtout depuis 2008, hein, depuis qu'on a vu ce qui s'est passé avec Lehman Brothers. Et justement, on a un peu tendance à tout mettre dans le même panier. C'est-à-dire que tout de suite, quand on a parlé de la faillite de Silicon Valley Bank, tout de suite, on a dit un deuxième Lehman Brothers. Voilà, c'est ça. Et ça c'est un peu la peur du passé, quoi. Ouais. Voilà, sans analyser vraiment la situation, alors que la situation a rien à voir. Parce que c'est pas la faillite vient d'un autre problème qui va pas impacter d'autres banques, hein. Je vous l'ai dit, la plupart des autres banques, elles n'ont pas que des startups comme clients et elles n'ont pas ce problème de pas avoir de liquidité pour. D'accord. Et elles sont pas obligées de vendre les obligations. Ok. Bon, très intéressant ce que tu dis, tout ce que tu dis. Hein. Donc, on résume. Silicon Valley Bank, c'est un problème de secteur, en fait. Hein. Ils sont sur un secteur monosecteur qui a eu des gros problèmes en 2022 et qui a demandé du cash. Et le fait de libérer du cash en vendant des obligations avec des taux bas, les obligations étaient moins chères que ce qu'ils avaient mis, donc ils ont eu des problèmes financiers. Et ils ont fait des pertes. Voilà, tout ce qu'ils vendent. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui demandait 100, eux, ils pouvaient récupérer que 85. Ouais. Et ben voilà, à un moment donné, quand tout le monde fait ça, à un moment donné, tu as un trou dans la trésorerie, tu fais faillite. Et pas de risque de contagion. Et le Crédit Suisse, c'est un peu les algos qui ont dit il y a une banque qui se casse la gueule, on va s'alléger sur d'autres, et puis c'est Crédit Suisse qui a ramassé. Quoi, alors, le seul risque de contagion qu'il y aurait pu avoir, éventuellement, c'est vraiment que tout le monde, justement, se dise oh là là, il y a un second de Lehman Brothers, et un mouvement de panique qui pousse tout le monde à retirer son argent d'un coup. Là, du coup, ça serait pas bon parce que finalement, on aurait le même schéma dans d'autres banques qui seraient obligées de vendre leurs obligations, et etc. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de raison parce que quand on analyse la chose avec un peu de recul, on se dit non, c'est pas du tout un deuxième Lehman Brothers. C'est vraiment un secteur, une banque qui était cantonnée à un secteur d'activité bien précis, qui a été très très perturbé en 2022. Donc quand on comprend mieux le mécanisme, il n'y a pas de raison que ça. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu sur les graphes. Hein. Là, je mets le Nasdaq à l'écran. Hein. On voit, là, on a une figure de retournement le 6 mars. On commence à descendre. Alors, on n'a pas encore l'annonce de la SVB. Le SVB, si je dis pas de bêtises, doit être cette bougie, là, le 9 mars, hein, jeudi dernier, c'est ça, hein. C'était ça, je crois, le 9 mars. Ouais, 8 ou 9 mars. Peut-être 8 mars dans la nuit avec le décalage horaire, je pense. On a eu 2 bougies rouges. On est venu chercher la M200, comme par hasard. Après, on a rebondi. On a eu 3 bougies vertes. Et là, on est plus haut. On était plus haut hier, jeudi, sur le Nasdaq que le lundi 6 mars. Hein. Donc, ça veut vraiment dire quelque chose. Hein. C'était un peu une excuse, entre guillemets, pour prendre des bénéfices ou pour vendre et racheter plus bas. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Un mouvement de panique aussi. Alors, les mouvements de panique, il faut savoir que c'est pareil, les marchés aujourd'hui, que je parlais du trading algorithmique, l'intelligence artificielle. On a tendance un peu à tout mélanger souvent, mais le trading algorithmique est de plus en plus répandu. Ça, c'est un fait sur les marchés, de plus en plus de fonds, parce que les sociétés de gestion ont envie d'être plus réactives. Ça implique des systèmes qui vont des coupes-circuits ou des systèmes qui vont tout vendre le plus rapidement possible, etc. Les marchés surréagissent
aussi quand il y a des news. C'est-à-dire qu'on aurait été dans les années 2000 où finalement les opérateurs c'était des gens devant leurs écrans. Ils auraient peut-être pris 30 secondes. Alors, je dis pas, hein, des mouvements de panique, il y en avait aussi avant les algorithmes, hein, mais depuis qu'il y a des algorithmes, on a beaucoup plus ce qu'on appelle des flash crash. C'est-à-dire, effectivement, tu as un mot-clé qui sort, faillite de banque, ça sort sur Twitter, ça sort sur les médias, ça sort de partout. Les algorithmes, eux, faillite banque, ils vendent tout. Enfin, je veux dire, en tout cas, tout ce qui est susceptible d'être le plus à risque en termes de risque banque. Pour ça qu'encore une fois, qu'on en parlait. On voit d'ailleurs bien sur le graphe, hein, on voit retracement de Fibonacci, 50% de la vague de hausse du 29 décembre au 2 février. On est tombé dessus, on a cassé la M200 une deuxième fois, on la casse un jour, on va chercher les 50% de Fibonacci, on vient chercher un support à 11 660, c'était un support que moi j'avais marqué depuis le mois d'octobre, hein. Et paf, on rebondit dessus, comme par hasard, 50%, on rentre, on fait un gap ensuite le lendemain, et là, une énorme bougie verte hier à 2,69% pour casser la résistance qui était les plus hauts du 6 mars. Donc c'est vraiment très très algorithmique, et on voit en fait, ça a fait péter des stops, les acheteurs sont sortis et sont rentrés beaucoup plus bas, donc... rien de bien alarmant, hein, là-dessus. Moi, je pense pas, voilà, je pense pas qu'il faille s'alarmer. Après, voilà, c'est des mouvements de panique et puis très rapidement reprise retour à la raison, retour à la raison quand on analyse froidement la situation. Et puis finalement, voilà, ce qui s'est passé, bon bah c'est une faillite de banque, mais c'est pas aussi grave que ce qu'on aurait pu imaginer au premier abord. Ok, ben merci Marc, c'était très gentil de venir nous débriefer complètement ces deux problèmes, hein. Et puis on se retrouve peut-être dans 2 mois, on essaye de faire un petit débrief complet d'un dossier tous les 2 mois, si tu veux. Allez, avec plaisir, ce sera toujours avec plaisir, donc je sais pas, peut-être de fin avril, début mai, on verra. Voilà. Pour se retrouver. Ok, merci Marc. Alors, je vous rappelle, on fait le séminaire virtuel du 16 au 27 avril. Il y a possibilité d'acheter toutes les classes, il y a possibilité d'acheter les classes les unes séparées des autres. Donc, ce sera tous les soirs, le lundi, mardi, mercredi, jeudi de la première semaine, lundi, mardi, mercredi de la deuxième, de 20h à 22h, 45 minutes de classe, 45 minutes de questions-réponses. Il y aura David Ronan, Christophe de Trend France Investir Zen, Tino Trading, Xavier, je vais en oublier, ils vont pas être contents, Ricardo, Maxime et Adrien. Voilà. Et deuxième chose, ce week-end, en 72 heures, on fait une promo sur les produits de Tradosor qui sort 4 nouvelles vidéos. Donc, c'est plus 25 vidéos, 25 stratégies, c'est 29 vidéos, 29 stratégies. Donc, c'est un peu plus cher, mais on a 43%, je crois, il m'a dit. Donc, c'est à 199 au lieu de 350. Voilà, j'ai fait ma pub. Merci Marc, Rafa. On te retrouve sur le Café de la Bourse, donc, hein, avec des articles sur la macro, la géo et puis les analyses de marché. Exactement, voilà. Des articles pédagogiques aussi. Et est-ce que je peux faire une petite promo aussi Oui, ou pas? vas-y, je t'en prie. On a un jeu concours, on peut gagner un iPad et 2 abonnements premium annuels. Jeu concours qui a toute son importance parce qu'on vous demande les sujets qui vous intéressent. D'accord. Donc justement, je pourrais peut-être mettre le lien en description. Jeu concours qui dure 2 semaines. Vous nous dites, voilà, en gros, quel type de marché vous intéresse, voilà, etc. Et puis nous, ça nous permet aussi d'adapter nos contenus à ce qui vous intéresse le plus. Et en plus, on fait gagner un iPad. Donc, bon. Super. Merci Marc. Donc, je mettrai tout ça dans la description. Merci à tous. Et puis, la semaine prochaine. Okay. Merci. Ciao Marc. À bientôt. Ciao, ciao.